Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire du groupe TGS France. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'accidents du travail, de maladies professionnelles, avec tous les enjeux autour de ces problématiques que tout le monde rencontre dans son entreprise, quelle que soit la taille. Et il y a des pièges, il y a une façon de se sécuriser, ou plusieurs, d'anticiper et quand on n'a pas le choix de faire face à des contentieux qui peuvent arriver lorsqu'un salarié réclame la requalification ou la qualification d'un accident, d'un arrêt de travail en accident de travail ou maladie professionnelle. Donc, avant d'entamer le sujet, le plan de notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, nous vous parlerons rapidement de notre groupe. Nous vous donnerons des définitions, puisque c'est la base quand même du sujet. Tout part de là, de façon générale, en droit du travail. Et après, nous aborderons nous allons essayer d'être le plus pratique possible pour vous donner des clés de réaction face à des accidents du travail, des maladies professionnelles. Et nous parlerons aussi également de tous les enjeux et risques des décisions de la Caisse primaire d'assurance maladie qui est prépondérante dans la reconnaissance du caractère professionnel des arrêts de travail. Et nous garderons un temps pour des questions-réponses en fin de webinaire, étant précisé que pendant le webinaire, vous pouvez poser vos questions via le chat. Nous avons une équipe qui vous répondra durant l'intervention. Alors, pour vous parler du groupe TGS France, alors peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, puisque ce n'est pas le premier webinaire que nous faisons en matière de droit du travail, et il y a également d'autres webinaires sur d'autres matières. Donc, le groupe TGS France, voilà, ça réunit plus de 1700 collaborateurs, quasiment dans toute la France. Nous sommes classés dans le top 15 des groupes en matière de conseil, puisque nous sommes un cabinet de conseil, un groupe de conseil pluridisciplinaire qui réunit donc à la fois des experts comptables, des avocats, des commissaires aux comptes, des experts de la paye, des informaticiens, voilà. Et nous travaillons tous de concert, tous ces métiers-là, au service du client. Voilà. Et c'est pour ça que nous parlons d'équipe interdisciplinaire, nous parlons d'équipe intermétier. Et le but, c'est de mettre le client au cœur de nos interventions mutuelles et que nous fassions le lien, chacun sur nos matières, lorsqu'il y a des problématiques qui nous sont communes. Voilà. Tout ça dans l'intérêt du client. C'est vraiment notre grande force au sein du groupe. D'où le webinaire aujourd'hui que j'anime avec Dylan. Donc, moi, je suis Nicolas Sanchez, avocat associé en droit du travail. Donc, j'interviens au sein du groupe depuis déjà 4 ans. Et aujourd'hui, voilà, je vais vous parler d'intermétier et c'est une concrétisation de cet intermétier-là puisque j'interviens avec Dylan qui va se présenter. Alors, Dylan, ton micro est coupé. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est, on t'entend. Excusez-moi. Ouais. Bonjour à tous, donc je m'appelle Dylan Pancracio, donc je suis juriste en droit du travail chez TGS France et anciennement j'étais juriste à la CPM, donc en contentieux de la sécurité sociale, et donc j'étais en charge de défendre et représenter la CPM devant le tribunal judiciaire exclusivement en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles. Donc, vous aurez compris tout l'intérêt d'animer ce webinaire en compagnie de Dylan. C'est qu'au-delà de son expertise de juriste en droit social, il a cette expertise professionnelle au sein de la CPM. Et c'est ça aussi notre force au sein du groupe, c'est de réunir des experts de tout horizon. Et nous travaillons ensemble, avocats, juristes en droit du travail, au service des clients. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler d'accidents du travail et de maladies professionnelles, comme je vous disais. Pourquoi? Parce que tous ces sujets-là ont de forts enjeux au niveau des entreprises. Et comme je disais en préambule, quelle que soit la taille de l'entreprise, que vous ayez un salarié, 100, 200 ou 1000, vous serez confronté à un moment donné, inévitablement,
à un arrêt de travail qui potentiellement peut être un accident du travail ou potentiellement une maladie qui serait requalifiée à la demande du salarié en maladie professionnelle. Et ça a des incidences nécessairement sur le fonctionnement de l'entreprise puisque vous devez faire face à des absences, donc il faut vous organiser. Ça a un coût pour l'entreprise puisque vous avez des maintiens de salaire, des compléments employeurs à verser en complément des indemnités versées par la sécurité sociale aux salariés. Ça a des incidents juridiques puisque un accident du travail, une maladie professionnelle, ça peut déboucher sur une inaptitude. Une inaptitude professionnelle qui conduit à un licenciement, ça conduit à des indemnités majorées. Donc, c'est un coût pour l'entreprise. Donc, vous voyez, les enjeux ne sont pas neutres, d'où l'intérêt d'être très vigilant au quotidien dans la prévention pour anticiper tous les risques et les enjeux et les conséquences financières que vous pouvez avoir suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Voilà, donc là, on vous a mis un chiffre. En 2023, les dernières données, plus de 900 000 accidents du travail et maladies professionnelles. Donc, ce n'est pas neutre. Et encore une fois, voilà, aucune entreprise n'est à l'abri d'avoir à faire face à ce type d'accident ou de maladie. Donc, ce qui est important au final, c'est être à la fois dans l'anticipation. Quand on est face à l'accident ou maladie professionnelle, avoir les bons réflexes, comment réagir, il y a des procédures à respecter. Et quand on est face à un contentieux, mais là aussi, il y a encore des choses à faire, tout n'est pas fini pour se défendre. Alors, nous allons commencer par quelques définitions, puisque c'est quand même la base de tout, de façon générale en droit du travail. Il y a des définitions du Code du travail, donc des articles de loi. Et en matière d'accident du travail et maladie professionnelle, il y a un principe fort, c'est l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur. Alors, l'employeur, il a beaucoup d'obligations qui lui pèsent dessus, et celle-là en fait partie, cette obligation de sécurité. Donc, ce qui veut dire que l'employeur doit agir en amont, mettre en place une politique, des actions de prévention pour éviter les accidents du travail et protéger ses salariés. Donc ça, c'est très, très important. Donc, cette prévention, elle peut se faire de différentes façons. Une qui est importante, une action majeure, j'ai envie de dire, c'est la mise en place du document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est une obligation légale à partir d'un salarié d'avoir ce document-là. Et dans ce document-là, vous allez recenser tous les risques existants dans votre entreprise. C'est pour ça qu'il faut éviter de faire des copier-coller parce que dans chaque entreprise, les risques sont différents. Même si vous pouvez avoir des activités identiques par rapport à un confrère, par rapport à un collègue, l'organisation de vos locaux est nécessairement différente d'une autre entreprise. Bon. Donc, vraiment faire cette analyse-là bien précise au niveau de votre structure, le consigner dans un document qui s'appelle document unique de la gestion des risques professionnels. Donc, vous recensez les risques, les actions de prévention à mettre en œuvre, les moyens futurs, si vous ne les avez pas, à mettre en œuvre. Voilà. Et ce sera le socle de référence qui sera regardé lorsque vous aurez un accident de travail, une maladie professionnelle qui aurait une dérive judiciaire. Ce document-là sera observé par les juridictions. Donc voilà, il faut agir de façon préventive en amont pour anticiper toutes ces difficultés liées à un accident de travail ou maladie professionnelle. Et cette définition légale, elle s'est concrétisée nécessairement par la jurisprudence, parce que de façon générale, là encore une fois, en France, on a des articles du Code du travail et derrière, on a des juridictions qui viennent interpréter, puisque le droit du travail, c'est une matière très vivante, très factuelle. Voilà, d'une entreprise à l'autre, on ne vit pas les mêmes choses. Donc, il y a des espèces différentes et les juges, au milieu de tout ça, viennent interpréter les textes et les appliquer à chaque cas d'espèce, d'où des jurisprudences. Donc là, la jurisprudence, elle s'est un peu assouplie ces derniers temps en matière de sécurité, puisque pendant longtemps, on avait une obligation de résultat. Donc, c'était le plus fort en termes d'obligations. On est descendu un cran en dessous, on parle d'obligation renforcée, mais l'obligation pèse quand même, est très forte quand même, celle qui pèse sur le dos de l'employeur, puisqu'il faut pouvoir démontrer qu'on a mis tout en œuvre pour éviter l'accident ou la maladie professionnelle. Donc, arriver à démontrer qu'on a mis tout en œuvre, vous doutez bien que c'est sujet à interprétation et que donc,
il faut être vigilant et bien tracer toutes les actions que vous pouvez mener justement à titre préventif pour éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles. Et je vais passer la main à Dylan qui va rentrer plus dans le détail des différentes définitions d'accident du travail et de maladies professionnelles. Oui, tout à fait. Donc, on va commencer dans un premier temps par l'accident du travail. Donc, c'est souvent le point d'entrée pour tout le monde. C'est finalement une notion qui parle un petit peu à tout le monde. On a tous déjà entendu parler d'accident du travail. On a tous une idée de ce que ça peut représenter. Ce qu'on sait un peu moins et ce qui est pourtant le plus important à retenir, c'est la présomption d'imputabilité, à savoir lorsqu'un accident va survenir au temps et au lieu du travail, il sera présumé être d'origine professionnelle. Le code du travail, le code de la sécurité sociale va prévoir plusieurs conditions. Tout d'abord, il nous faut un fait accidentel soudain et daté. On va attacher beaucoup d'importance à cette question de soudaineté. Donc, ça peut représenter une chute, une brûlure, ou bien par exemple même un malaise. Il nous faut également une lésion. Alors, cette lésion, elle peut être externe, comme par exemple une coupure. Elle peut également être interne, comme par exemple une douleur au dos, mais également elle peut être aussi psychique. Il faut par contre que cette lésion soit nécessairement médicalement constatée. Sans cette constatation médicale dans un certificat médical établi par un médecin, le dossier de reconnaissance ne sera pas lancé par la CPAM. Donc c'est très important cette lésion constatée médicalement. Et ensuite, bien évidemment, il nous faut un lien de causalité entre l'accident et le dommage subi. En fait, le débat, finalement, il ne va pas tant porter sur la question de savoir si le salarié s'est vraiment blessé, puisque de toute façon, nous avons une lésion qui est constatée médicalement par un médecin, mais le débat, il va plutôt porter sur la question de savoir si l'employeur est en mesure de démontrer que la lésion est due à une cause qui est totalement étrangère au travail. Pour les maladies professionnelles, on va être sur un système sur une logique qui est totalement différente. On n'est plus sur ce critère de soudaineté, on est plutôt sur une exposition dans la durée. Alors, on a deux régimes, on a les maladies professionnelles tableau et les maladies professionnelles hors tableau. Concernant les maladies tableau, donc le législateur, en fait, il a prévu une centaine de tableaux qui sont annexés dans le code de la sécurité sociale, donc il y en a à peu près une centaine. On peut citer notamment le tableau 57 des maladies professionnelles qui vise les problématiques articulaires, donc notamment, je pense aux coudes, aux épaules, également le canal carpien, par exemple. Ce tableau 57, il est très important. Pourquoi ? Il est important parce qu'il va représenter, il concerne plus de 80% des demandes de maladies professionnelles tableau. Donc, c'est un tableau qui va concentrer beaucoup de demandes. On a également d'autres tableaux, par exemple, liés au cancer pulmonaire lié à l'amiante, des tableaux qui vont concerner des sciatiques, par exemple. On a véritablement tout un panel de tableaux assez variés. Tous les tableaux, vous pourrez les consulter, hein, ces tableaux, ils sont construits de la même manière. On a systématiquement 3 conditions. Dans un premier temps, on a la première condition, c'est la désignation de la pathologie. Donc, la pathologie doit être inscrite à un tableau et le certificat médical initial doit faire référence à cette pathologie. Ensuite, la deuxième condition, c'est le délai de prise en charge. Le délai de prise en charge, c'est le délai maximal entre la fin de l'exposition au risque et la date de première constatation médicale. Alors, sur cette condition, on peut avoir des délais extrêmement variés. On peut avoir des délais, par exemple, de 14 jours. Et par exemple, au cancer pulmonaire lié à l'amiante, le délai de prise en charge, il est de 40 ans. Donc, vraiment, c'est vraiment au cas par cas. Et ensuite, on a la troisième condition. Eh bien, c'est les travaux ou les gestes susceptibles de provoquer la maladie. Donc, en fait, le tableau va préciser ces fameux gestes qui peuvent concerner la pathologie en question. Donc, ça peut être, par exemple, un certain nombre de gestes répétitifs, un port de charges lourdes, ou bien, très souvent aussi, on a cette question d'exposition à certains produits chimiques. Si ces 3 conditions sont remplies, dans ces cas-là, on aura également une présomption d'origine professionnelle de la maladie qui va s'appliquer.
D'expérience, on le voit assez régulièrement dans les contentieux, c'est généralement la troisième condition, donc celle relative aux travaux ou aux gestes susceptibles de provoquer la maladie, qu'on a le plus souvent de débat, puisqu'en fait, finalement, j'ai envie de dire, chaque poste est différent. On peut même avoir dans la même entreprise 2 salariés ayant le même intitulé de poste et finalement, dans la réalité des faits, ayant des tâches totalement diverses. Et donc, effectivement, il est très important d'avoir cette notion-là en tête. Je prends l'exemple d'une sciatique. Donc, on a les tableaux en lien avec les sciatiques. Il est prévu dans le tableau en question que peut provoquer une sciatique un port de charges lourdes de façon habituelle. Donc, d'une part, le tableau, il prévoit cette notion de façon habituelle. Finalement, c'est assez large. On voit bien qu'on a une marge de manœuvre et d'appréciation qui est très importante. Et deuxièmement, effectivement, est-ce que c'est véritablement la réalité des missions, des tâches de mon salarié? Est-ce qu'il a vraiment un port de charges lourdes quotidien en termes de... Est-ce que c'est vraiment une mission principale? Effectivement, le débat est ouvert. Hein. On voit bien qu'on a toute une marge d'appréciation qui peut être appréciée. Chaque poste est différent, chaque entreprise est différente. Donc, effectivement, la législation professionnelle a dû mettre en place un système de reconnaissance de maladies professionnelles qui permettait à l'employeur de s'exprimer, d'expliquer quelle est la réalité au quotidien du salarié dans l'entreprise pour que la CPM puisse prendre une décision en ayant connaissance de la réalité du poste du salarié. Ensuite, on a un autre système, on a le système des maladies hors tableau. Alors, ce système des maladies hors tableau, il est utilisé lorsqu'on est sur une maladie qui n'est pas mentionnée à un tableau des maladies professionnelles, ou bien lorsque l'une des conditions des maladies, lorsque l'une des conditions qui sont prévues dans des tableaux ne sont pas remplies. Donc, lorsqu'on a éventuellement, par exemple, une rupture de la coiffe des rotateurs qui est prévue au tableau 57, mais éventuellement, le salarié n'a pas respecté le délai de prise en charge ou bien les gestes qui sont prévus dans ce tableau. Donc, c'est quand même généralement lorsqu'on est sur des maladies qui ne sont pas inscrites à un tableau. Et je pense notamment au burn-out, bien évidemment. Donc, le burn-out, son nom médical, c'est généralement cette idée de syndrome anxio-dépressif, donc qui est de plus en plus une part importante des demandes de maladies professionnelles aujourd'hui et qui impose un certain nombre d'enjeux RH stratégiques. Pour les maladies hors tableau, une spécificité également, c'est qu'on n'a pas de présomption d'origine professionnelle qui va s'appliquer directement. C'est vraiment au cas par cas, hein, c'est ce qu'il faut comprendre en fait. On a quand même quelques conditions à respecter. La première condition, c'est la suivante. Le salarié, il doit avoir à minima un taux d'incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25%. Donc là, c'est le médecin conseil qui va fixer ce taux-là. Ensuite, et là, c'est vraiment la condition la plus importante, c'est finalement ce qui va cheminer tout le processus de reconnaissance de maladies professionnelles hors tableau, c'est la question de savoir si la maladie a un lien direct et essentiel avec le travail. Donc là, si je prends le cas du burn-out, en fait, dans tout le processus de demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la CPM va se poser la question de savoir si le burn-out a un lien direct et essentiel avec le travail. Donc, vous l'aurez compris, on n'a pas cette logique, on va dire, prémâchée avec des conditions bien établies dans un tableau, mais on a vraiment toute une marge de manœuvre qui est très importante pour essayer de répondre à cette question-là, finalement, savoir si on a bel et bien un lien direct et essentiel. Enfin, on a cette dernière notion qui est importante à prendre en considération. En maladie hors tableau, c'est pas la CPM ne va pas prendre la décision toute seule. En fait, la CPM, elle va saisir automatiquement
ce qu'on appelle le C2RMP. Donc le C2RMP, c'est le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Et en fait, ce comité-là, qui est composé d'experts, va émettre un avis et la CPAM devra appliquer cet avis, qu'il soit favorable ou négatif. En matière d'ATMP, si l'employeur ne se positionne pas, eh bien, vous l'aurez compris, hein, en accident du travail ou maladie tableau, eh bien, les présomptions vont avoir vocation à s'appliquer. Et en maladie hors tableau, certes, nous n'avons pas de présomption d'imputabilité, mais on comprend très vite que l'employeur a beaucoup d'éléments à développer, à dire, puisqu'effectivement, il peut avoir un certain nombre d'éléments à vouloir faire entendre à la CPM pour expliquer si son salarié a bien déclaré une pathologie ayant un lien direct et essentiel avec le travail ou non. C'est justement ce qu'on va voir maintenant. On va essayer de parcourir les différentes phases de la procédure. Dans un premier temps, on va voir la phase déclarative. Que doit faire l'employeur lors de la déclaration? Ensuite, on va voir l'instruction du dossier et ensuite les conséquences de la notification de la décision de la CPM. Donc, les premiers réflexes. En accident du travail, on a vraiment une première règle très importante à respecter. On doit systématiquement déclarer l'accident du travail, et ce, même si on le conteste. En fait, ne pas déclarer un accident, c'est généralement une très mauvaise stratégie RH. Ça ne veut pas forcément dire déclarer un accident du travail, ça ne veut pas forcément dire qu'on est d'accord avec cet accident-là. Ça veut simplement dire qu'on a bien respecté nos obligations légales. Bien évidemment, il ne faut pas rester passif dans cette étape-là. Il faut idéalement récolter le maximum d'informations, se poser les bonnes questions. Où est survenu l'accident? Quand est-ce qu'il est arrivé? Est-ce qu'il y avait des témoins? Est-ce que cet accident finalement est quelque part anormal? Et si au cours de cette phase d'analyse, vous considérez qu'il y a quand même sujet à débat, eh bien dans ces cas-là, il ne faut absolument pas hésiter à utiliser ce qu'on appelle des réserves motivées. En fait, l'employeur a cette possibilité-là d'émettre des réserves motivées. Et en fait, en émettant des réserves motivées, ça permet à l'employeur d'indiquer à la CPM que l'employeur a des doutes sur la véracité de la survenance de l'accident, en fait. Si on ne précise pas, si on n'indique pas de réserve motivée, la CPM n'est pas du tout au courant que l'employeur se pose des questions. Ces réserves motivées, elles doivent porter sur une cause qui est totalement étrangère au travail. Donc, c'est pas forcément, ça ne peut pas être une formule automatique. Hein. On ne peut pas simplement mettre une petite phrase indiquant l'employeur émet des réserves motivées. Absolument pas. Ça ne sera pas reconnu comme étant des réserves motivées, pour le coup. Il faut qu'elles soient un minimum détaillées. On ne va pas demander à l'employeur de rédiger plusieurs pages, mais il faut quand même qu'on soit sur des réserves qui soient factuelles et un minimum de précision. Donc, on va regarder désormais un certain nombre d'exemples qui peuvent être utilisés. Ça peut être utilisé de façon cumulative en fonction du cas qui se présente à vous. Tout d'abord, on peut avoir cette notion d'absence de témoin. Donc, c'est un cas qui arrive très souvent. Certaines fois, il peut arriver que l'absence de témoin puisse être logique. Hein. On peut avoir des salariés qui ont des postes en totale autonomie ou avec de nombreux déplacements. Forcément, dans ces cas-là, l'absence de témoin ne va pas poser de problème. En revanche, on peut avoir d'autres cas qui peuvent quand même mettre un petit peu la puce à l'oreille, notamment lorsqu'on a un salarié qui va travailler en équipe, en binôme, un salarié qui travaille en open space, ou bien je pense par exemple à un salarié qui travaille dans un atelier avec beaucoup de salariés. Effectivement, si personne n'a été ne serait-ce témoin oculaire ou ne serait-ce que témoin auditif, ça peut arriver aussi d'être témoin auditif, ou bien simplement l'absence de première personne informée, tous ces éléments-là vont quand même justifier le fait qu'on puisse émettre des réserves motivées.
On peut avoir également d'autres arguments, donc ça peut être aussi une incohérence de récit, un salarié qui va changer de version de fil en aiguille, un signalement tardif, ça peut arriver aussi très souvent, le signalement tardif, un salarié qui finalement vous indique quelques jours après avoir été blessé, eh bien forcément, ça va soulever un certain nombre de questions, puisque le salarié, après sa journée, il va avoir d'autres activités, et finalement, qu'est-ce qui nous dit que le salarié n'a pas eu cette lésion en dehors du temps de travail? Forcément, c'est un élément qui va fragiliser la déclaration d'accident du travail, donc il ne faut pas hésiter à le préciser dans un courrier de réserve. Ensuite, on a un autre élément qui peut arriver très régulièrement, c'est la constatation médicale tardive. Ça arrive assez souvent. En fait, le salarié, il va voir son médecin quelques jours après. Et bien forcément, quelques jours après, c'est un petit peu la même chose que le signalement tardif. Rien ne nous dit que le salarié s'est véritablement blessé en dehors du temps de travail. Donc forcément, encore une fois, cet élément va fragiliser la déclaration de l'accident du salarié. Je pense… Oui, tu allais dire… Oui, en complément de ce que tu viens d'évoquer là, Dylan, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que cette phase-là de déclaration de réserve, elle est majeure pour préparer l'éventuel contentieux de demain. Vous voyez, et donc, des fois, les employeurs peuvent se dire sous-estimer cette phase-là et demander à leur service paye, leur service comptable de faire la déclaration sans avoir creusé plus que ça, s'il y avait des témoins, si on est d'accord, pas d'accord. Voilà. Et ça, c'est vraiment une erreur. C'est quand vous avez un accident du travail, de suite, il faut se poser dessus. Qui était témoin? Comment ça s'est passé? Récolter le maximum d'éléments et ne pas hésiter à faire ses réserves parce qu'on est déjà là dans cette phase-là. On ne sait pas ce qui va se passer par la suite, mais cette phase-là, elle est décisive et on peut déjà, dans cette phase-là, se protéger, se prémunir et anticiper l'éventuel contentieux. Voilà. Donc, tout ce qu'a dit Dylan, c'est vraiment majeur et il faut bien l'avoir à l'esprit. Voilà. Bien sûr. Tout part de là déjà. Mmh. On a également deux autres petites notions qui sont quand même importantes en termes de réserve. C'est également utiliser l'accident, indiquer que l'accident serait potentiellement survenu en dehors du temps et du lieu du travail. Typiquement, là, on a le cas du salarié qui pratique une activité sportive le week-end et qui vient à l'entreprise en boitant. Potentiellement, on a même des salariés qui l'ont vu arriver en boitant. Et quelques minutes après sa prise de poste, le salarié indique qu'il a été victime d'un accident du travail. Ça, forcément, il faut pouvoir en informer la CPM. Un autre argument qui peut être également utilisé, c'est l'état pathologique préexistant. Ça arrive un certain nombre de fois. Typiquement, c'est le salarié qui a des douleurs de dos de façon très importante, très récurrente, qui donne même lieu éventuellement à divers arrêts de travail. Et là, le salarié vous indique un jour avoir été victime d'un accident du travail en lien avec une lésion au dos. Et bien là, effectivement, vous pouvez, il ne faut pas hésiter de préciser à la CPM que le salarié avait un terrain fragile au niveau du dos et que forcément, ça peut remettre en cause la survenance de l'accident. C'est très important de faire des réserves motivées. Pourquoi? Puisque ça nous évite, ça évite une reconnaissance automatique de la CPM et ça permet d'enclencher une instruction contradictoire. En maladie professionnelle, vous allez voir que là, c'est beaucoup plus simple dans la phase déclarative, puisqu'en fait, c'est le salarié qui va à peu près tout faire. En fait, c'est le salarié qui va déclarer la maladie auprès de la CPM. Et en fait, l'employeur, dans ces cas-là, il ne peut pas émettre de réserve motivée pour la simple et bonne raison que, automatiquement, on va avoir une instruction obligatoire qui va être lancée par la CPM. Donc là, ce qu'on peut quand même vous conseiller, c'est en revanche de faire une première analyse de la maladie qui est déclarée, voir si éventuellement vous voyez d'ores et déjà que les conditions vont être remplies ou bien s'il y a un débat notamment sur la condition relative au geste. Il faut commencer déjà à avoir cette optique « je me prépare » et j'essaye de compiler un maximum de preuves
pour éventuellement prouver ma version des faits. Ensuite, on va voir que la situation du salarié en attente de la décision de la CPM. Pendant l'instruction, on va devoir sécuriser la gestion ressources humaines et paye du salarié qui vient de déclarer un accident ou une maladie. Juridiquement, il faut retenir que le contrat il est suspendu. Le salarié il va bénéficier, dès le moment où il a déclaré à l'employeur l'accident ou la maladie, il va bénéficier d'une protection renforcée, ce qui fait qu'il faut être très vigilant en cas de procédure de licenciement, puisqu'éventuellement, on pourrait risquer la nullité du licenciement. Côté paye, on va avoir une situation qui est un petit peu particulière. Alors, certains vont appliquer finalement l'accident ou la déclaration de maladie professionnelle comme étant une maladie simple. C'est d'ailleurs généralement ce qui se fait le plus souvent. Certains vont avoir un autre choix stratégique. Je pense notamment à un salarié qui vient d'avoir un accident, qui fait vraiment aucun débat, notamment une coupure très nette, très visible, avec témoin. Eh bien, certains employeurs vont avoir un autre choix stratégique et ils vont vouloir directement appliquer eh bien, les conséquences paye d'une reconnaissance d'une maladie professionnelle, par exemple. Donc, indemnisation sans carence, complément employeur, maintien des droits de l'ancienneté et également acquisition des congés payés sous forme de maladie professionnelle. Donc, en résumé, même avant la décision de la CPM, on se rend bien compte qu'on va avoir des impacts non négligeables, et ce, dès la déclaration de l'accident ou de la maladie. Comme vient de l'évoquer Dylan, cette période où on est dans l'attente de la décision de reconnaissance de la CPM, c'est une période un petit peu d'incertitude juridique. On pourrait appeler ça une zone grise, puisque on a une situation, une demande d'un salarié, mais on n'a pas encore la décision officielle. Bon, comme vient de dire Dylan, dans certains cas, il y a des accidents qui ne prêtent pas débat. Le salarié s'est coupé dans la cuisine au moment de préparer un plat. Bon, on se doute qu'il y aura une reconnaissance d'accident du travail. Mais dans certains cas, et comme on vous l'a évoqué, ça prête plus à débat, à réserve. Et dans cette période d'intervalle où on attend la décision, par exemple, comme disait Dylan, on peut être amené à se poser la question de licencier un salarié parce qu'on apprend des faits fautifs. Et la question, ça va être, est-ce qu'on se place déjà sur le terrain de la faute grave en anticipant qu'il y ait une reconnaissance, ou on ne se place pas sur le terrain de la faute grave, mais on risque, si la décision de la CPM est à la reconnaissance de l'accident du travail, est-ce que le salarié bénéficie de la protection, et auquel cas le licenciement, il encourrait la nullité. Donc voilà, c'est des zones d'incertitude juridique, également comme le souligne Dylan sur la partie complément de salaire. Quel complément de salaire on applique? Est-ce qu'on anticipe déjà que la reconnaissance ou pas, puisque ça engendrera après le cas échéant des régularisations de salaire sur les fiches de paye. Voilà. Donc cette partie-là, dans l'attente, là encore, il faut bien se poser les bonnes questions, ne pas se précipiter. Nous, en tant qu'avocats juristes, nécessairement, on vous dira consultez un conseil, votre conseil habituel, pour pas faire n'importe quoi, parce que derrière, voilà, les enjeux peuvent être importants, même si à date, on n'a pas encore cette reconnaissance définitive de la CPM. Donc là, dans cette partie, on va voir l'instruction du dossier. Finalement, c'est une partie qui est souvent des fois méconnue des employeurs, alors que c'est finalement le temps fort de la procédure de reconnaissance d'accident ou de maladie professionnelle. Hein, ça concerne tout type de procédure. On va voir qu'on a plusieurs éléments à prendre en compte. Tout d'abord, on va avoir un cadre général. Donc, on est sur une procédure légale. Donc, qui dit procédure légale dit forcément des délais. Il y a des délais légaux très stricts. La CPM est censée vous informer de ces délais, informer l'employeur, mais également le salarié. Elle est également censée aussi respecter ces délais, bien évidemment. Ça peut avoir un impact concernant la décision de la CPM. Également, on est sur une logique contradictoire. C'est-à-dire que l'employeur, il est censé pouvoir accéder au dossier de demande d'accident ou de maladie. Donc, il va pouvoir accéder
aux éléments médicaux. Je pense notamment au certificat médical initial avec également, bien évidemment, la pathologie qui est inscrite, qui n'est pas cachée. Finalement, c'est un petit peu un pied de nez au secret médical puisqu'on est quand même sur un dispositif qui est très particulier et qui a des conséquences très importantes pour l'employeur. Et l'employeur, dans ce dossier, il va également voir tous les éléments qui vont être versés par le salarié et il va pouvoir y répondre et formuler des observations. Donc, c'est très important d'accéder au dossier. Mais il faut que l'employeur en fasse la démarche. On a quelques outils concrets. Le premier outil concret lors de l'instruction, c'est le questionnaire de la CPM. Donc, finalement, c'est un petit peu le point de départ, si vous voulez. On a des questionnaires. La CPM prévoit des questionnaires qui sont d'ores et déjà adaptés en fonction de la pathologie qui est déclarée par le salarié. Donc, finalement, lorsqu'on est en maladie tableau, eh bien, le questionnaire, il va reprendre un petit peu les conditions qui sont prévues dans ce tableau-là. Il y a notamment un focus important sur les gestes et les travaux susceptibles de provoquer cette maladie, puisque, comme j'évoquais précédemment, c'est surtout là où on va avoir un débat qui peut être lancé, et c'est surtout là aussi où la CPM n'a aucune connaissance de la réalité du poste du salarié. Donc forcément, elle est en demande d'informations pour pouvoir prendre la décision au mieux. Concernant les maladies hors tableau, pour les questionnaires, on a des tableaux bien évidemment qui sont déjà prévus. Je pense notamment au burn-out. Bien évidemment que la CPM a prévu un questionnaire pour le burn-out. Ces questionnaires, ils ont quand même un bon avantage. On vous conseille vivement de les remplir. Ils ont le conseil quand même de guider l'employeur dans sa réponse, de faire le focus sur un certain nombre de points qui méritent d'être éclaircis. Donc forcément, l'employeur a tout intérêt à répondre à ce questionnaire. En revanche, ce qu'on trouve un petit peu dans certains cas, c'est que le questionnaire, dans une certaine mesure, il peut être aussi limité. Il est limité pourquoi? Parce que déjà, on a un nombre maximum de caractères par question. Et dans certains cas, on a envie de vouloir développer de façon un peu plus importante, d'agencer différemment aussi notre argumentaire. Donc forcément, il peut être souhaitable, certes, de répondre au questionnaire, mais il peut être aussi souhaitable d'annexer un courrier supplémentaire, un courrier qui serait finalement une note d'observation directement adressée à la CPM, dans lequel on aurait finalement toute la liberté d'expliquer notre argumentaire et notre vision des choses. Donc, c'est vraiment une plus-value non négligeable et qu'on vous conseille vivement de pratiquer. Je pense notamment au cas de burn-out. On imagine forcément tous les éléments qu'un employeur doit être en mesure de prouver. Il doit être en mesure de prouver forcément que peut-être que le salarié a eu finalement des conditions de travail tout à fait normal, une absence de signalement, un suivi de la charge de travail. Est-ce que la charge de travail a bel et bien été suivie? Est-ce que le salarié a pu accéder au droit au repos correctement, au droit à la déconnexion? Comme je disais, burn-out, forcément, c'est une maladie hors tableau, donc on cherche le lien direct et essentiel avec le travail. Donc l'employeur, forcément, va essayer de sortir de ce lien direct et va forcément essayer de développer des éléments extra-professionnels. Est-ce que le salarié avait des problèmes personnels? Est-ce qu'il était potentiellement en instance de divorce? Est-ce qu'il a des problèmes personnels, familiaux? Est-ce qu'il a des problèmes de santé? On peut avoir des cas d'un salarié qui est en errance médicale. Forcément, une errance médicale, ça peut entraîner un impact non négligeable sur le moral du salarié. Et bien forcément, à un moment donné, ça peut déterminer peut-être la survenance d'un syndrome anxio-dépressif, par exemple. Vous pouvez également ajouter toutes les pièces que vous estimez nécessaires, et c'est très important de le faire. Et donc là, je pense notamment au témoignage. C'est une pièce qui est extrêmement importante à verser au dossier. Si vous avez des témoignages, c'est quand même un élément très important. Ça peut être une fiche de poste, des emails, des plannings, des relevés d'heures, des comptes rendus de réunions ou d'entretiens professionnels. Vous voyez très vite qu'on a quand même beaucoup d'éléments à vouloir développer. Le deuxième temps fort de l'instruction, ça va être l'enquête médico-administrative. Elle va être diligentée par l'agent enquêteur de la CPM et il intervient souvent lorsqu'on a un doute sur le caractère de l'origine professionnelle. Donc, notamment quand on a deux questionnaires
l'employeur et le salarié 2 questionnaires contradictoires, lorsqu'on a un décès du salarié ou bien lorsqu'on est surtout sur des pathologies de type burn-out ou risques psychosociaux. L'agent, il va pouvoir interroger le salarié, l'employeur, il va également pouvoir se rendre sur site et il va récolter tous ces éléments afin d'établir un rapport d'enquête et également de le verser au dossier. Vous l'aurez compris, et ce sera mon dernier point sur l'instruction, on a plusieurs documents qui sont possiblement versés au dossier. On peut avoir le questionnaire salarié, le questionnaire employeur, une note complémentaire, toutes les autres pièces versées en supplément, un rapport de l'agent enquêteur. On peut rapidement avoir beaucoup d'éléments. Donc, à un moment donné, il peut être assez stratégique de mettre en place, comment dirais-je, il peut être important de mettre en place une stratégie pour ne pas non plus arriver à un surplus d'informations et noyer la CPM dans un trop-plein d'informations. Et donc, forcément, la bonne stratégie, c'est également d'être accompagné pour pouvoir être le plus efficace, le plus percutant possible pour argumenter au maximum devant la CPM. En conclusion, l'instruction, ce n'est pas une formalité, c'est vraiment une opportunité de faire entendre sa voix. Et donc, c'est toute une stratégie à mettre en place devant la CPM afin qu'elle prenne au mieux sa décision. Alors, vous l'aurez compris, hein, par rapport à ce que disait Dylan, la phase de l'instruction, elle est également à ne pas négliger. Hein. La phase déclarative initiale, elle n'est pas négligée parce qu'on analyse le contexte initial. La phase d'instruction, elle est très importante parce qu'on va nourrir la CPM d'informations, parce que la CPM ne connaît pas hein, le dossier, et va s'instaurer ce débat contradictoire qui est très important. Et c'est là où vous allez pouvoir, après la phase déclarative, faire passer de nouvelles informations, de nouveaux messages pour défendre votre position et votre contestation. Donc là également, il ne faut pas faire l'impasse sur cette procédure-là, ne pas hésiter à se déplacer à la CPM s'il faut pour recueillir des éléments, voilà, être dans l'échange, bien travailler les questionnaires, poser les bonnes questions, quelle information je communique, quelle information je ne communique pas, parce que là encore, on est aussi dans la phase de préparation de contentieux éventuels futurs. Voilà. Donc, cette phase contradictoire, le débat contradictoire est très important. Étant précisé que du côté de la CPM, ce n'est pas neutre cette phase-là, parce que si la CPM ne respecte pas la procédure qui lui incombe, ce sont également des causes de nullité par la suite, dans le cas de contentieux qu'on peut soulever en disant la CPM n'a pas respecté le process, les délais, la communication, l'instruction. Et après, c'est des choses qu'on peut soulever en phase contentieuse pour faire tomber une procédure de reconnaissance. Voilà. Donc là encore, ne négligez pas cette phase-là. Faites-vous accompagner pour mettre le maximum de chances de votre côté. Donc, nous allons évoquer maintenant effectivement les enjeux et risques de la décision de la CPM, puisque après la déclaration initiale, la demande du salarié de reconnaissance de maladie professionnelle, il y a cette phase d'instruction. Et une fois que l'instruction est clôturée, la CPM va prendre sa décision. Alors, elle peut être favorable ou défavorable aux salariés, et derrière, nécessairement, les enjeux ne seront pas les mêmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que si le salarié est confronté à une décision de la CPM qui refuse la reconnaissance de l'accident du travail, la reconnaissance de la maladie professionnelle, il a la faculté d'agir pour contester le refus de prise en charge par la CPM. Voilà. Donc, il peut saisir, il y a une procédure d'abord amiable devant la commission de recours amiable de la CPM, et le cas échéant, après, il y a une phase contentieuse. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que la décision de refus de la CPM, pour l'employeur, elle va le protéger, bien qu'il y ait une action éventuelle du salarié pour contester la décision. C'est-à-dire que l'employeur ne sera pas impacté au niveau de son taux d'accident du travail du fait de la décision de refus. Donc ça, c'est très important, notamment pour les entreprises à partir de 20 salariés qui ont ce qu'on appelle une tarification d'accident du travail en taux mixte, hein, c'est-à-dire que la sinistralité de l'entreprise est prise en compte à partir de 20 salariés pour évaluer votre taux d'accident du travail. Donc, chaque accident du travail reconnu maladie professionnelle vient faire monter
votre taux et le coût que ça représentera sur votre masse salariale. Bon. Donc, quand il y a une décision de refus, vous n'êtes pas impacté sur votre taux accident du travail et le recours judiciaire du salarié n'a pas d'incidence par la suite. Ce qu'il faut se dire également, deuxième volet, c'est que bien que le salarié ait pu avoir un refus de reconnaissance, ça ne l'empêchera pas d'agir devant le Conseil des prud'hommes pour mettre en exergue une violation de votre obligation de sécurité. Donc, pour rappel, l'obligation de sécurité, on l'a vu initialement, c'est l'obligation qui pèse sur l'employeur d'avoir agi en amont pour préserver la santé et la sécurité du salarié. Bon, les conseils des prud'hommes ont la liberté d'apprécier souverainement si oui ou non on est dans une situation où l'employeur a commis une faute ayant pu engendrer l'accident ou la maladie du salarié. Bon, donc il faut bien avoir à l'esprit cette phase-là. Et le salarié, son intérêt, c'est quoi? D'agir devant le Conseil des prud'hommes, c'est de demander des dommages et intérêts pour la violation de votre obligation ou de demander une reconnaissance de son inaptitude en inaptitude professionnelle pour obtenir des indemnités majorées. Donc face à ça, naturellement, on a la faculté de se défendre en tant qu'employeur. Naturellement, on pourra faire valoir que la CPM n'avait pas reconnu le caractère professionnel, mais le Conseil des prud'hommes aura son interprétation et le cas échéant, on pourra se poser la question ou reconnaître que la situation accidentelle a été générée par un manquement de l'employeur. Bon, donc, il ne faut pas partir perdant naturellement, mais encore une fois, comme on l'a évoqué tout au long du webinaire, les conséquences ne sont pas neutres, puisque derrière, bien qu'il y ait un refus, le salarié peut ne pas rester là et chercher à aller en justice pour vous faire supporter une charge financière. Dans la conséquence d'une reconnaissance, donc là, ça veut dire d'une décision positive pour le salarié, mais là, les conséquences ne sont pas neutres. On l'a évoqué déjà un petit peu précédemment en filigrane. Le salarié, s'il y a une reconnaissance d'accident du travail maladie professionnelle et qu'il est déclaré inapte, il aura droit à des indemnités majorées en cas de licenciement pour inaptitude. Donc, le coût pour l'entreprise, vous imaginez, est important. Et lui, c'est tout bénéfice pour lui puisqu'il en tire une indemnisation majorée. Il aura toujours, malheureusement ou heureusement, du point de vue qu'on se place, la faculté de saisir le Conseil des prud'hommes pour mettre en exergue des manquements de l'employeur. Et naturellement, la reconnaissance viendra nourrir son dossier. Mais là, encore une fois, il ne faut pas partir perdant, puisque le Conseil des prud'hommes aura un arbitrage à faire sur les faits. Vous, de votre côté, face à une décision de reconnaissance, quand vous avez un effectif à partir de 20 salariés, vu que la reconnaissance d'accident du travail ou maladie professionnelle a une incidence sur votre taux AT, il y aura un intérêt fort à agir pour contester cette reconnaissance, pour éviter que l'accident du travail ou la maladie professionnelle viennent impacter votre taux d'accident du travail. Donc, c'est des actions en inopposabilité de l'accident du travail. Donc ça, c'est également à bien étudier, à bien prendre en compte quand vous avez une décision de reconnaissance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un délai pour agir. Donc là encore, quand vous recevez une décision de la CPM, on ne la classe pas aux oubliettes. On en parle avec son conseil habituel pour voir les conséquences et les actions à mener pour se protéger. Voilà. Et également, naturellement, en justice, devant le Conseil des prud'hommes, si le salarié vous attaque, là également, il ne faudra pas hésiter à prendre un avocat pour vous défendre. Voilà. Les enjeux sont importants. De plus en plus, ce qu'on peut observer, et notamment avec les situations de harcèlement moral, c'est que les salariés n'hésitent pas à attaquer l'employeur devant le Conseil des prud'hommes et également devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, qu'on appelle maintenant pôle social du tribunal judiciaire, pour obtenir des reconnaissances de faute inexcusable de l'employeur et donc pour obtenir encore plus d'indemnités, de majoration de leur préjudice. Voilà. Donc ça, c'est une évolution des pratiques. Dans des situations d'accident du travail, de maladie professionnelle, malheureusement, ça dégénère de plus en plus sur une double action
contentieuses des salariés contre les entreprises. Donc, ce n'est pas neutre à gérer pour les entreprises. Donc, d'où l'intérêt d'anticiper tout ce qu'on a vu là tout au long du webinaire et bien se dire, je fais un focus, dès la déclaration, il y a des choses à faire. Dans l'instruction, il y a encore des choses à faire pour pouvoir arriver, malheureusement, si on est confronté à ces phases contentieuses, avec déjà un dossier nourri, préparé. Voilà. Ce n'est pas au moment où on est attaqué qu'il faut se poser les questions de ce qu'il fallait faire. Non, c'est dès le début. Voilà. Donc, c'est ça aussi le message qu'on voulait vous faire passer avec Dylan, avec ce webinaire-là. C'est que le contentieux, c'est la conséquence négative des choses, mais pour avoir le maximum de chances pour se défendre et obtenir gain de cause et entendre sa voix, c'est dès le début qu'il faut agir. Voilà. Il ne faut vraiment pas rester passif face à ces situations d'accident du travail et maladie professionnelle. Comme vous avez vu, il y en a beaucoup qui sont reconnus chaque année avec des conséquences financières importantes. Voilà. Donc, le message, c'est vraiment celui-là. Ne pas rester passif, agir pour protéger son entreprise, quelle que soit la taille. Et donc, on vous a mis un petit peu ce qu'il faut retenir. Hein. On l'a dit, c'est des enjeux forts pour vous, voilà, juridiques, financiers, RH. Il ne faut pas se laisser faire. Il faut contester quand il faut contester, naturellement. Agir vite, voilà. Les délais, il y a des délais à chaque fois qui encadrent toutes ces procédures de reconnaissance ou les procédures de contestation. Et une nouvelle fois, comme on l'a dit, prendre un conseil. Prendre un conseil, c'est un coût, c'est des honoraires nécessairement, mais c'est un coût qui vous permet potentiellement d'économiser et de limiter vos risques. Voilà. Donc, il ne faut pas négliger cette phase-là, même si j'entends que 1 euro, c'est 1 euro, et surtout dans un contexte économique que l'on connaît tous, qui n'est pas forcément favorable pour toutes les structures. Mais voilà, le prix de votre défense, c'est important de le prendre en compte, mais derrière, c'est aussi vous prévenir, vous garantir et limiter les conséquences pour vous de ce genre de situation. N'hésitez pas d'ailleurs à souscrire des contrats de protection juridique auprès des assureurs ou des banques qui potentiellement peuvent prendre en charge tout ou partie des honoraires de votre conseil lorsque vous êtes confronté à des situations de ce type-là. Voilà. Ça aussi, ça fait partie de la caisse à outils du chef d'entreprise de se garantir par ce type de contrat d'assurance. Voilà. Et bien sûr, ne pas négliger tout au long de la vie de l'entreprise, de la vie du salarié, les actions de prévention. Donc, on a évoqué la partie document unique d'évaluation des risques professionnels qui est vraiment un référentiel fort. Et autour de ce document unique qui formalise tout le travail d'analyse que vous avez pu faire, ne pas négliger la formation, ne pas négliger la mise à disposition des EPI, ne pas négliger de rappeler à l'ordre, voire de sanctionner un salarié qui ne met pas ses EPI. Voilà, c'est ça l'obligation de sécurité, c'est être en mode vigilance, réfléchir aux situations. Quand il y a un accident du travail aussi, analyser l'arbre des causes. Pourquoi il y a eu cet accident du travail? Quelles mesures correctives on peut mettre en place? On va modifier notre document unique parce que ça, c'était un risque qu'on n'avait pas anticipé. Il y a une mise à jour qui est recommandée annuelle du document unique. Selon la taille de votre entreprise, associer les représentants du personnel aussi à l'analyse des risques, à la mise à jour du document unique. Tout ça vous servira lorsque vous serez confronté à une mise en responsabilité. Voilà. Tout ce travail-là, il est très important. Voilà. Donc, ne restons pas passifs. Il y a tout un panel d'experts, de conseils qui existent. Hein. Au-delà des avocats et des juristes, il y a des experts en prévention de la sécurité qui peuvent vous accompagner, par exemple, sur la mise en place du document unique, d'actions de prévention. Voilà. Il y a plein de choses. Des consultants en organisation du temps de travail, en amélioration des conditions de travail. Voilà. Il faut être vraiment ouvert sur cet écosystème-là parce que l'enjeu RH est important. Et puis, si vos salariés sentent que vous avez une politique de prévention et de limitation des risques, on peut se dire, on peut considérer qu'ils resteront plus longtemps dans l'entreprise, ils investiront plus parce qu'ils se sentiront dans des bonnes conditions du travail. Donc, il y a un cercle vertueux au final à tout ça.
Et une petite citation pour finir en rapport avec notre sujet. Oui, Nicolas, oui. C'est vrai qu'on a une petite citation qui explique un petit peu tout ce que tu viens de développer. Une citation d'Henri Fayol, qui était un ingénieur français du siècle dernier, donc qui indiquait que prévoir, c'est déjà agir. Et finalement, je trouve que cette phrase explique bien ce que l'on a démontré au cours de ce webinaire. C'est cette notion d'être acteur dans le processus de reconnaissance de maladie professionnelle. En tant qu'employeur, soyez acteur. Ne subissez pas la procédure puisque vous avez votre place. Vous l'avez bien vu, dès la déclaration, l'employeur doit être présent. Lors de l'instruction, il a toute sa place au même titre que le salarié. Donc forcément, il se doit de s'y préparer et éventuellement d'être accompagné pour avoir un maximum de réussite dans ces procédures. Très bien, Dylan. Donc là, il nous reste 4 minutes pour répondre à quelques questions du chat. Alors, ce que je vois à travers le chat, c'est que déjà, Augustin, Hélène et Ameline ont répondu à certaines questions. Alors, la protection sur l'accident du travail, elle s'applique également pendant la période d'essai. Alors, c'est toujours délicat. Un accident du travail pendant une période d'essai, parce que au final, si on a un salarié qui ne fait pas l'affaire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il peut toujours se dire qu'on rompt la période d'essai parce qu'il a l'accident du travail. Bon, donc c'est toujours délicat. Ce qu'il faut se dire, c'est que bon, le principe de la période d'essai, elle est là pour apprécier la compétence du salarié. Bon, donc s'il s'avère que le salarié ne remplit pas son office, qu'il ne remplit pas les fonctions, bon, la rupture de la période d'essai aura un fondement, mais bon, théoriquement, voilà, le salarié bénéficie de la protection, donc c'est sûr que s'il a une accident du travail et que le lendemain vous rompez la période d'essai, nécessairement ça prêtera à discussion. Bon, donc là encore, je vous invite dans des situations comme ça à ne pas agir avec précipitation, échanger avec votre conseil habituel pour trouver la bonne stratégie à appliquer et vous sécuriser. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a comme question? Donc, il y a une question par rapport à la tendance de prise en charge actuelle sur les accidents du travail. Actuellement, ce qu'on peut se dire, c'est que il faut de plus en plus être vigilant, c'est ce qu'on vous a dit, sur la préparation du dossier. Et tout part de la déclaration. Et cette notion de faire entendre sa voix, si on l'a libellé comme ça, c'est pas neutre avec Dylan, parce qu'on voulait vraiment vous faire passer ce message qu'il est important que vous répondiez au questionnaire durant la phase d'instruction avec une grande réflexion, en étant précis, en faisant valoir des témoignages pour justement combattre cette présomption d'imputabilité de l'accident du travail. Par principe, un accident dans l'entreprise, il est, par principe, c'est un accident du travail. Donc maintenant, derrière, il faut travailler pour démontrer la preuve contraire. Voilà. Donc, il ne faut pas partir battu, mais il y a tout un travail d'anticipation à bien avoir et de réflexion. Voilà. Il ne faut vraiment pas, quand un salarié vient vous dire qu'il s'est blessé, lui dire non, c'est bon, ça va aller, etc. Il ne faut pas mettre sous le tapis. Voilà, c'est un petit peu le conseil qu'on peut vous donner parce que ça peut vous revenir en boomerang. Bon, je sais que dans certaines entreprises, c'est un petit peu une approche où voilà, on essaye de dire mais non, c'est bon, ça va, on ne fait pas de déclaration d'accident du travail. Ça peut passer avec certains salariés, avec d'autres, ça ne passera pas. Et ça peut vous revenir en boomerang après derrière en termes de responsabilité. Donc voilà, on arrive au terme de ce webinaire. Donc bon, finalement, je pensais qu'on finirait un peu plus tôt pour prendre un peu plus de questions, mais finalement, on a été un peu bavard. Mais bon, je vois qu'il y a plein de réponses qui ont été données sur le chat. De toute façon, vous avez nos coordonnées s'il y a besoin. Voilà, que ce soit moi ou Dylan, vous avez nos adresses mail. Si vous souhaitez être recontacté, n'hésitez pas à le dire
lorsque vous allez évaluer le webinaire, puisque nous avons toute une procédure derrière où nous recontacterons Dylan et moi directement les personnes qui auront souhaité être recontactées. Donc, si vous avez des sujets à évoquer, nous vous recontacterons. Voilà, c'est aussi la prolongation de notre webinaire pour être le plus précis possible et vous apporter des premiers éclairages si vous avez des solutions. Mais également, voilà, vous avez aussi vos conseils. Donc, voilà, l'idée, ce n'est pas de se superposer à vos conseils, mais voilà, dans la prolongation du webinaire, nous sommes à votre disposition si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas soit à nous contacter par mail, soit à demander à être recontacté. Voilà. Dylan, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, je pense qu'on a tout dit. Ça marche. Bon, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et passez de bonnes fêtes.